de calories en plus. Alors comment est-ce possible? Est-ce que le light est une occasion de perdre du poids en diminuant ses calories et cetera? Enfin, quelle est votre opinion par rapport à ça? Alors, bonjour tout le monde et merci de m'accueillir si nombreux. Je vois que c'est un sujet qui passionne toujours les foules, c'est clair. Alors oui, c'est vrai que j'avais envie d'attirer l'attention par rapport à cette croyance encore extrêmement bien installée que seules les calories vont compter pour prendre du poids ou en perdre et que donc c'est juste une question d'équilibre. Je mange plus, je grossis, je mange moins, je maigris. Évidemment, cette vision n'est pas totalement fausse, on ne va pas tout jeter à la poubelle, mais ce qui est très intéressant, c'est quand même de se rendre compte que à calories égales, à besoins égaux, une personne peut prendre du poids et l'autre pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui font qu'il n'y a pas que ces calories qui comptent finalement. Et c'est assez logique parce que vous ingérez des calories, mais rien ne dit que vous allez les absorber déjà. Donc, on est différent dans le niveau d'absorption de ces calories et de ces nutriments. Et puis, il y a toute une série de choses qui peuvent venir bloquer un petit peu nos métabolismes et donc le fait qu'on va brûler moins. Donc on va manger des calories, on va les absorber, mais le métabolisme se ralentit et ça veut dire qu'on va brûler moins que son voisin. Et donc ce comptage des calories est pour moi un concept vraiment dépassé, mais toujours, bien sûr, je dis toujours, on ne va pas manger 10 000 calories de fruits, de légumes et de bonnes choses sans prendre 1 kilo. C'est évident qu'il faut en tenir compte. Mais ce qui est absolument étonnant, c'est que oui, il y a des exemples qui montrent qu'avec 0 calorie en plus, on peut prendre du poids. C'est par exemple le cas des édulcorants. Donc il y a vraiment de très nombreuses études qui montrent que le fait de consommer des aliments qui contiennent des édulcorants, donc je rappelle quand même que vu la quantité qu'il y a dans l'aliment, ça fait 0 calorie supplémentaire, eh bien, ça fait grossir. Et donc, il y a des mécanismes qu'on verra ensemble. On va peut-être pas tout dévoiler maintenant, mais en tout cas, c'est clair que aujourd'hui, pour moi, la priorité, c'est certainement pas de regarder les calories, ce qui est pourtant un réflexe que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Donc, ils vont hésiter entre une poignée de noix et une barre de céréales ultra transformée et ils vont s'orienter vers la barre de céréales parce qu'ils vont se dire qu'elle contient moins de calories. Et pourtant, par des mécanismes, notamment celui de l'index glycémique et de l'insuline, eh bien, on sait que la barre, elle va potentiellement faire plus grossir que la poignée de noix. Dans votre livre, vous parlez justement des différents régimes qui existent. Alors, quels sont les régimes qui fonctionnent le moins? Ou y a-t-il un régime qui fonctionne mieux qu'un autre? Quels sont les régimes qui fonctionnent vraiment pas du tout, les pires à éviter? Alors, il y a tout ce qui est keto diet, et cetera, qui est fort à la mode. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous en pensez et pourquoi est-ce que ces régimes fonctionnent ou pas? Justement, c'est là la question, le mystère. Voilà. Alors, moi, je dis aussi toujours que si finalement il y a tout un tas de nouveaux régimes qui arrivent tout le temps, c'est bien la preuve que ça marche pas. Parce que si on avait trouvé the régime qui fonctionne, ça fait longtemps que les autres, on les aurait éliminés. Donc, le concept même du régime, c'est un petit peu la restriction. Alors, vous avez plein de sortes de régimes, et c'est vrai que je l'ai décrit dans le livre, mais vous avez des régimes hypocaloriques, vous avez des régimes où on va exclure toute une famille d'aliments, et pratiquement tous les régimes fonctionnent, sauf qu'ils ne fonctionnent pas longtemps. C'est-à-dire que il est faux de penser que, imaginons vos besoins sont de 2000 calories, vous vous dites je me mets au régime, je ne mange plus que 1500, je perds du poids parce que ça va fonctionner, et puis je vais remanger 2000 puisque 2000 ce sont mes besoins, je ne vais pas reprendre un gramme. Grave erreur parce qu'entre-temps, votre métabolisme et votre corps se sont adaptés. Et donc les 1500, ça devient votre nouvelle norme. En d'autres termes, plus vous faites des régimes restrictifs dans votre vie, et plus vos besoins auront tendance à s'adapter à la baisse, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est un problème des régimes dits hypocaloriques. Après, les régimes dans lesquels on exclut des familles entières d'aliments
Et vous parliez, Sylvie, du régime keto, le fameux régime cétogène, cétogène. keto, qui va exclure quand même une grande partie des glucides, des féculents et ce genre de choses, et certains limitent même les légumes, donc c'est quand même un peu saisissant. Le mécanisme qui se cache là derrière, bien sûr ça fonctionne, puisque l'idée c'est de ne pas élever la glycémie, donc de ne pas produire de l'insuline, et l'insuline c'est l'hormone du stockage. Donc le concept est assez malin, entre guillemets, j'ai envie de dire, sauf qu'à la base, ce régime, il a été fait pour les épileptiques. Il n'a pas du tout été fait pour la perte de poids. Donc, dans le cas d'une épilepsie, ça a tout son sens, ce genre de régime. Par contre, ce qu'on commence à observer maintenant, bah, c'est d'une part que dès qu'on arrête, encore une fois, c'est toujours la même chose, les kilos se réinstallent à une vitesse incroyable, ce qui induit qu'il faudrait faire ça toute sa vie. Est-ce que quelqu'un est prêt à exclure de son alimentation toute sa vie des pâtes, du riz, du pain et d'autres choses encore. Donc Certains fruits peut-être même, voilà, il y a même certains fruits qui sont exclus. Et ce qu'on observe maintenant vraiment de plus en plus, c'est l'effet sur le microbiote. Donc il faut bien distinguer l'effet d'un régime à court terme. Hein, votre voisine qui a perdu 10 kilos, toute fière, elle va vous dire oui, ça marche, regarde, moi j'ai perdu, mais vous la revoyez 3 ans après, c'est vraisemblablement pas la même chose. Donc il faut toujours bien penser l'effet santé, qu'est-ce que ça induit sur mon corps comme effet potentiellement délétère, et la durée, est-ce que ça marche vraiment à long terme? Est-ce qu'après, je vais pouvoir maintenir ce poids? Et malheureusement, ben, la réponse est non. Je dirais, et on en reparlera certainement, que le seul aujourd'hui qui soit vraiment, à mon sens, intéressant, pour autant qu'il soit fait, encore une fois, pour toujours, ça doit devenir un mode de vie, c'est le jeûne intermittent. Voilà, donc on en reparlera, je pense, un oui. petit peu plus loin, mais vous me demandiez lequel pourrait sortir du lot. Celui-là en fait partie, mais encore Oui. faut-il accepter de le faire correctement. Et voilà, on verra ça un petit peu plus tard. Je voulais vous dire, c'est qu'il y a des questions qui vont arriver, vous pouvez poser dans le chat et je les poserai à madame Yes, juste après, l'interview, d'accord? Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à perdre du poids, je suppose parce qu'il y a eu des régimes peut-être successifs, qui se sont, oui, succédés. Elles regardent une salade ou boivent un verre d'eau, paf, elles prennent 1 kilo. Alors quelle est la cause la plus fréquente que vous rencontrez vous en consultation, de prise de poids ou de frein à la perte de poids? Ouf, ça c'est vraiment la question à 5 francs. Je dirais qu'il y en a 1000, d'où l'épaisseur du livre aussi. Mais si je devais faire une sorte de hit parade, alors je pense que le fait de manger des aliments transformés est sans doute une des raisons majeures qui explique aujourd'hui cette prise de poids. Évidemment, on va distinguer une prise de poids de 2-3 kilos parce qu'on a fait un petit peu la fête, qu'on est parti en vacances et qu'on a un petit peu exagéré, prise de poids qui est normale et qui va être liée surtout à des excès en termes de quantité, hein, on ne va pas se mentir, et il faut distinguer ça de quelqu'un qui, comme vous le disiez, va prendre du poids super facilement, alors que l'alimentation, elle a l'air plus ou moins OK, entre guillemets, avec, d'un point de vue calories en tout cas. Donc, ce sont quand même deux choses différentes. Mais globalement, pour moi, la prise de poids s'explique surtout aujourd'hui par les produits transformés qui vont avoir la plupart du temps euh, une, euh, une richesse en glucides, mais des glucides qu'on ne gère pas très bien, que le corps va subir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une élévation de la glycémie. Ce sont les fameux sucres rapides, hein. C'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup parce que c'est un peu simpliste, mais ce sont des glucides, donc les féculents, des biscuits, des chips, enfin, et même des aliments que l'on croit sains, c'est là le piège. Dès que vous avez des aliments qui sont transformés, eh bien, d'un point de vue métabolique, ils n'ont pas du tout le même impact que si vous mangez
un aliment qui est naturellement fait comme ça ou qui a poussé comme ça dans la nature. Donc je dirais que la charge glycémique de l'alimentation en général a augmenté et c'est notamment lié à un excès de produits transformés. Ça, c'est une des raisons, mais il y en a d'autres. Il y a aussi le déséquilibre entre les acides gras. Donc, on sait qu'on a dans la famille des acides gras polyinsaturés, on a deux sous-groupes, les fameux oméga 6 et les oméga 3, et que nous manquons pour la plupart d'oméga 3. Or, les oméga 3, c'est du gras qui fait maigrir. C'est assez incroyable, mais voilà, c'est ce que j'explique aussi dans le livre et que je dis toujours à mes patients, mais oui, c'est du gras qui fait maigrir. Mais comment est-ce que du gras, ça peut faire maigrir? Ben, vous allez me dire, ben, parce qu'on sait que ces oméga 3, ils sont bons pour le microbiote, ils le modulent dans un sens favorable à la perte de poids. On sait qu'ils sont anti-inflammatoires. On sait qu'ils vont nous permettre justement une meilleure sensibilité de l'insuline. Euh, et donc, ces oméga 3, en plus, ils permettent d'induire des gènes qui font perdre du poids. C'est dingue, mais c'est comme ça. Donc, c'est vraiment très important cet équilibre et c'est pour ça qu'on a besoin notamment de l'huile de colza tous les jours, qu'on a besoin de poissons gras toutes les semaines, des sardines, du maquereau, du hareng, du saumon. Donc voilà, d'un point de vue pratico-pratique, je dirais arrêtons de manger des produits transformés qui, malgré leur composition, qui a l'air pas trop mal, en fait, ça reste un produit transformé et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais ce sont des aliments qui n'ont pas ce qu'on appelle l'effet matrice. Euh, Donc oui, on en a beaucoup parlé il y a 15 jours de cet effet matrice, mais peut-être que vous pourriez rappeler, c'est quoi un effet matrice justement et de la transformation, le lien entre effet matrice et transformation des aliments? alors, imaginons un aliment qui est une addition d'ingrédients transformés. On va alors parler d'effet composition, c'est-à-dire que vous avez un aliment qui, sur papier, contient une quantité qui a l'air acceptable de protéines, de lipides, de glucides, mais en fait, c'est toute une addition d'ingrédients. Et à côté de ça, vous avez un aliment qui va avoir exactement la même composition, sauf que c'est naturel. Exemple, un pain ultra transformé blanc dans lequel on va mettre des fibres, on jette presque de la paille dedans, ou un pain qui va être fait avec une farine qui naturellement contient des fibres. Et donc on va avoir la même quantité de fibres, et bien ces fibres ne vont pas du tout avoir le même effet sur notre corps. Et donc c'est ça l'effet matrice, c'est qu'un aliment tant qu'il est entier, il y a une synergie entre les ingrédients qui n'est plus possible quand on additionne et qu'on mélange simplement par de la chimie des ingrédients ensemble. Donc ça, c'est l'effet matrice. Et on se rend compte aujourd'hui que eh bien, le même acide gras n'aura pas le même effet sur notre santé selon qu'il est naturellement présent dans un aliment, je pense par exemple au fromage, ou selon qu'il a été ajouté dans un aliment industriel. Et pourtant, ce sont les mêmes acides gras. Donc ça veut dire que sur l'étiquette, vous ne pouvez pas faire la différence parce que vous avez les mêmes chiffres, les mêmes valeurs. Et en réalité, c'est vraiment cette notion de transformation qui pose problème. Donc ça, c'est pour moi des facteurs importants. Vous parlez justement souvent de l'insulinorésistance. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer qu'est-ce qui fait qu'on devient insulinorésistant? Quels sont les symptômes? Quel est le problème en gros avec cette insulinorésistance? Et ça nous touche tous ou bien une partie de la population? Comment vous pouvez voir qu'une personne est insulinorésistante? Alors, le test le plus facile, c'est par le sang. Mais d'abord, expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, l'insuline, je l'ai dit, c'est l'hormone du stockage. C'est une hormone dite anabolisante. Quand on mange des aliments glucidiques, des fruits, des légumes, des céréales, du sucre, des chips, aussi des mauvaises choses, entre guillemets, eh bien, notre glucose sanguin, le sucre dans le sang, va monter. Et fatalement, ça ne peut pas rester comme ça. Donc, on a une hormone qui permet à ce sucre de quitter le sang et donc, si vous êtes à l'arrêt en train de travailler, que vous venez de manger un paquet de chips et que vous avez bu un coca, bah, vous n'allez pas les brûler puisque vous êtes à l'arrêt. Donc, il faut bien que ce sucre aille quelque part. Donc, l'insuline permet cette transformation en graisse de réserve. Donc, on a bien compris que plus on élève notre insuline, plus on stocke.
Et donc, vous avez 2 aliments. Je reprends mon exemple du pain. Le pain, je ne vais pas citer de marque, mais vous aurez compris. Vous savez, ces pains toast super mous qui font une bonne boule de chewing-gum quand on les mâchonne, là, ce truc bien industriel, qui va en fait exploser votre glycémie. Eh bien, comme ça va faire monter très vite votre glycémie, vous allez faire beaucoup d'insuline. Alors qu'un bon pain bien compact, bien dense, bien complet et vraiment, oui, bien au levain par exemple, eh bien, Traditionnel, oui. il va pas du tout élever votre glycémie aussi vite. Et donc, vous allez faire moins d'insuline, donc vous allez moins le stocker. Et pourtant, c'est égal en calories. Donc ça, c'est une notion très importante. Et comme on mange beaucoup d'aliments transformés, d'aliments raffinés, enfin, je dis on, ça ne concerne personne ici qui nous écoute, évidemment. C'est seulement les autres, hein, je dis toujours. Nous, on mange que très bien. Donc, et donc, fatalement, on va avoir une tendance à manger des aliments transformés, raffinés, etc. Et donc, très souvent, on a des pics de glycémie, des pics d'insuline. Et à un moment donné, avec le temps, eh bien, cette insuline, elle va devenir moins efficace. Ça veut dire que nos tissus, le tissu adipeux, le tissu musculaire, le foie aussi, ils vont moins bien répondre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'insuline, elle fonctionne moins bien, donc le pancréas, il en fabrique plus. Et ben, vous l'aurez compris, s'il fabrique plus d'insuline, vous stockez plus. Et donc, progressivement, les kilos s'installent, et donc c'est ce qu'on appelle l'insulino-résistance. Et donc, c'est la première étape vers le diabète. Mais au début, ça peut être très léger, hein, c'est pas écrit sur le front. Alors, en général, quand on est insulino-résistant, on a des coups de pompe après les repas, quand on a mangé du pain, des pâtes, ou de façon générale. Donc, on va plus facilement avoir des coups de pompe. Ce sont des personnes qui prennent petit peu de ventre parfois, hein, donc l'insulinorésistance se manifeste souvent par un tour de taille un petit peu augmenté. Et la troisième façon de mettre le doigt dessus, j'ai envie de dire, ça va être de faire une prise de sang. Et on va demander non seulement la glycémie, mais ce qui se fait très peu, c'est aussi l'insuline. Donc on va demander un dosage, c'est tout à fait remboursé, hein, de l'insuline à jeun. Et donc le fait, eh bien, d'avoir ces 2 éléments, on va pouvoir calculer un index qui s'appelle l'index OMA ou l'indice OMA et qui permet d'évaluer si vous êtes insulino-résistant. Donc l'idéal, c'est d'être en dessous de 2, 2,2 et à ce moment-là, ça veut dire que globalement, ça se passe bien. Et si l'index OMA est trop élevé, on peut le faire descendre avec une bonne alimentation? C'est réversible cette Ça, insulinorésistance? c'est vraiment une super question parce que sinon, après, tout le monde va être effrayé. Et en effet, la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Donc, il y a vraiment que quand on est diabétique depuis des années, je parle du diabète de type 2, évidemment, hein, puisque le diabète de type 1 n'est pas réversible. Mais donc, même le diabète de type 2, quand on est au début, eh bien, par une modification du mode de vie, il y a moyen d'avoir des effets. Alors, modification du mode de vie, ça veut dire l'alimentation, certes. Donc, beaucoup moins d'aliments transformés, moins de féculents, de glucides, de sucre, etc. Ça ne veut pas dire pas, hein, ça veut dire moins. Et alors, le top, c'est l'activité physique, puisqu'on sait que le fait de bouger, eh bien, ça va redonner justement de la sensibilité à l'insuline au tissu. C'est pas tant le fait que voilà, on brûle des calories. Bien sûr, c'est important de brûler des calories. L'activité physique, c'est 1000 raisons bien plus intéressantes que de brûler des calories. Et c'est notamment le fait de redonner de la sensibilité à l'insuline. Et puis, on va pas se mentir, il y a aussi tout ce qui est phytothérapie, où on a quand même dans la nature des choses absolument merveilleuses. Non seulement il ne faut pas manquer de zinc pour avoir une bonne sensibilité à l'insuline, mais en plus, il ne faut pas manquer d'oméga 3, il ne faut pas manquer de vitamine D. Et je parlais de phytothérapie, la cannelle, par exemple, si vous aimez la cannelle, eh ben, ça fait partie des épices minceurs. Alors, si vous mangez n'importe quoi, ça ne va pas marcher, hein. La cour des miracles, ça, c'est pas possible, hein. Donc, l'idée, c'est, voilà, quand même, il faut 1 gramme de cannelle, il faut déjà aimer la cannelle. Mais voilà, il y a des choses qu'on peut faire, et notamment ça, après, en fonction du niveau de l'insulinorésistance, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Oui, oui. Merci Véronique. Alors, justement, vous parlez, longuement du lien entre microbiote
et prise de poids. Pourriez-vous d'abord nous rappeler ce que c'est le microbiote pour que ça soit clair pour, tout le monde? Et de quelle manière est-ce qu'il va impacter, le la prise de poids ou la perte de poids peut-être aussi? Je rappelle le nom du livre, donc pour Poids sans régime, on le mettra certainement, sur le site, pour que vous puissiez avoir toutes les références, du bouquin et c'est, aux éditions Le Duc. Voilà, je le rappelle, qu'il y a déjà eu 2 3 questions par rapport à ça. Tout le monde entend bien? Parce qu'il y a Il y eu a eu une mini une coupure, dame qui mais n'entendait pas voilà, bien, là oui? pour l'instant c'est parfait. Alors ce fameux microbiote qu'on appelait avant flore intestinale et qui ne s'appelle plus comme ça parce que ça n'a rien d'une flore, ce sont des bactéries, donc voilà. Donc alors ce ne sont pas que des bactéries. Déjà justement commencer par une définition exacte. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes que l'on a dans notre corps, d'accord? Donc déjà ça induit qu'on n'en a pas que dans l'intestin, Mmh. on a aussi des micro-organismes dans le nez, dans la bouche, sur la peau, dans les poumons, bref, on en a pratiquement partout. Mais c'est vrai que l'endroit où il y en a le plus, c'est dans le tube digestif, avec la peau, hein, parce que la peau est quand même aussi un organe qui a une grande surface. Donc voilà. Donc ce microbiote, c'est des micro-organismes. Donc ce sont des bactéries, mais ce sont aussi des virus de bactéries qu'on appelle des phages. Ce sont aussi des archées, des levures, donc des champignons. Donc c'est toute une petite population comme ça qu'on a intérêt à bichonner parce qu'on se rend compte maintenant depuis une petite vingtaine d'années quand même, hein, ça remonte déjà, à quel point ce petit monde-là, eh bien, c'est même pas qu'il contribue, c'est qu'il est central dans notre santé. Je pense que s'il y a bien un domaine aujourd'hui encore très méconnu dans le grand public, euh, même s'ils en ont entendu parler, mais en tout cas sous-estimé, c'est l'importance de ce microbiote. Il n'y a sans doute pas une pathologie de près ou de loin qui ne soit pas lié à la Oui. composition de ce microbiote. Et donc, on a tous un microbiote différent. C'est comme un petit peu une empreinte digitale. Donc, c'est vraiment, on a seulement à peu près un quart des bactéries en commun. Et après, on a des profils de microbiote complètement différents. Il n'y a pas de microbiote idéal, donc ça aussi c'est important. On a des idées de choses qu'on devrait mieux pas trop avoir dans son microbiote, mais il n'y a pas the microbiote qu'on rêve tous d'avoir. Ce sont vraiment, en fait, les bactéries, comme elles remplissent plein de fonctions différentes. Si on n'a pas le même microbiote, vous et moi, Sylvie, peut-être qu'ils remplissent les mêmes fonctions. Donc, Ah oui. globalement, c'est une notion qui est quand même importante. Et en fait, ces micro-organismes, et en particulier les bactéries, sont hyperactifs. Donc, ils sont capables de produire des molécules, notamment des neurotransmetteurs, pour ça on l'appelle aussi notre deuxième cerveau. Donc, ils sont capables de produire des neurotransmetteurs, ils sont capables de produire des molécules comme des acides gras à courte chaîne qui vont avoir des effets métaboliques sur le corps et notamment qui vont jouer sur notre appétit. C'est-à-dire, si vous fabriquez beaucoup d'acides gras à courte chaîne, ben, vraisemblablement, vous aurez moins faim que si vous n'en fabriquez pas beaucoup. Et tout ça, on peut le contrôler. C'est-à-dire que tous ces métabolites que ce microbiote peut fabriquer, il y en a des tonnes. On ne va pas rentrer dans les détails trop techniques, je pense. Mais donc, les acides gras à courte chaîne, les neurotransmetteurs, je l'ai dit, mais il y en a d'autres. Donc, nous mangeons des aliments et en fonction de la composition de notre microbiote, on va produire des métabolites qui vont avoir soit des effets positifs sur notre santé, soit des effets délétères. Et donc, on comprend bien toute l'importance de la composition de ce microbiote. Et donc, toutes ces molécules qu'il fabrique, eh bien, elles permettent de communiquer avec les autres organes. Et c'est pour ça qu'il est au centre véritablement de notre santé. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que eh bien, un bon microbiote protège notamment du cancer du côlon. Et donc, que ça dépend en partie de ce que vous mangez. Alors, je dis en partie, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a toute une part, une grande part, de la qualité de votre microbiote qui vient des 2 premières années de vie. Donc, de ce que votre maman a fait quand elle était enceinte de vous et de ce que vous avez mangé pendant les 2 premières années de vie.
ce que vous avez mangé, mais aussi les médicaments que vous avez reçus. Si vous avez reçu plein d'antibiotiques Biotiques, dans la oui. petite enfance, par exemple, eh bien, on sait que ça altère la qualité du microbiote. Donc, il y a toute une série de choses qui ne dépendent plus de nous. Je ne pense pas qu'on ait des participants de moins de 2 ans dans l'Assemblée. Donc, je pense que de ce côté-là, on ne peut plus trop agir. Mais après, on a quand même des choses à faire, et notamment nourrir et protéger ce microbiote. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, notamment par une alimentation riche en fibres. Donc, les fibres, c'est vraiment la nourriture de ce microbiote. Et en prébiotiques. Donc, la nourriture du microbiote, on appelle ça des prébiotiques. C'est-à-dire que les bactéries qui sont des probiotiques, eh bien, vont se nourrir et fabriquer des molécules grâce aux prébiotiques. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'il faut manger des aliments complets, qu'il faut manger des légumes, qu'il faut manger des fruits. Et puis, on a aussi des prébiotiques qui ne sont pas des fibres. C'est par exemple le thé vert, de nouveau les oméga 3, les fameux. Et donc, on voit bien que, en fait, tous ces conseils élémentaires d'une alimentation santé, ça sort complètement du contexte des calories. Oui. Les fibres, c'est 0 calorie, donc, ou pratiquement. Donc, par contre, c'est certainement le nutriment le plus important. Ce qui veut dire qu'avant, on appelait les fibres des déchets. Vous vous rendez compte quelle injustice? On appelait sans doute ce nutriment aussi crucial pour notre santé, on appelait ça des déchets. Et donc, pourquoi? Parce qu'on ne les absorbe pas. Mais en fait, c'est exprès qu'on ne les absorbe pas pour que les bactéries au niveau du côlon puissent les utiliser et, et donc produire ces substances plutôt favorable pour notre santé. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien finalement entre ce microbiote et le poids? Eh bien, c'est que quand vous produisez, quand vous mangez pas assez de ces bonnes choses et que donc vous avez un déséquilibre de votre microbiote, eh bien, il y a des morceaux de membrane de bactéries qui sont capables de passer à travers l'intestin et d'aller stimuler de l'inflammation et de l'insulinorésistance. Et donc, il y a un lien, par exemple, entre eh bien, la composition du microbiote et le risque de diabète de type 2. Il y a un lien entre le microbiote et le risque de faire une hypothyroïdie, par exemple, une maladie auto-immune d'Hashimoto. Or, on sait que ça fait grossir. Il y a un lien parce qu'il y a un lien avec l'inflammation. Donc, si on a un mauvais microbiote qui fait de l'inflammation, on est plus à risque de surpoids. Et on sait aussi qu'on absorbe les calories en fonction de la composition de son microbiote. Donc, il y a des personnes qui mangent tout ce qu'elles veulent et parfois n'importe quoi, même pas toujours de bonne qualité, qui ne prendront pas 1 gramme, voire qui vont pleurer pour grossir. On a des personnes en consultation qui viennent nous voir pour prendre du poids. Donc voilà, on les regarde jalousement. Et puis il y a ceux, évidemment, la majorité malheureusement, qui veulent en perdre. Et donc tout ça dépend, on voit bien, du microbiote. Et puis ce qui module ce microbiote, c'est pas que l'alimentation, c'est l'activité physique, c'est le stress. Donc l'activité physique dans le bon sens, le stress dans le mauvais sens, vous l'aurez compris. La prise de médicaments. Donc les personnes qui doivent parfois, ce n'est pas une question d'être pour ou contre les médicaments, mais c'est une réalité. La prise de médicaments, évidemment les antibiotiques, mais aussi les inhibiteurs de la pompe à protons, ces médicaments antiacides par exemple, qui vont modifier le microbiote et pas dans le bon sens. Et donc on voit bien que ce n'est pas que une question de calories. Donc on doit bichonner son microbiote. On fait ça comment? Eh bien, en apportant des bonnes bactéries, les yaourts, les aliments lacto-fermentés, le kéfir, le Le kombucha, kombucha. voilà, donc tout ce qui va apporter des bactéries directement. Ensuite, on va nourrir ce microbiote avec des prébiotiques comme le thé vert, le cacao. J'ai pas que des mauvaises nouvelles, donc le cacao c'est super pour le microbiote. Le thé en général, encore mieux le thé vert, le cacao, les épices, waouh, le curcuma, le cumin, la cannelle, toutes les épices sont absolument prodigieuses, ce sont des prébiotiques. Et bien sûr les fibres, donc des aliments complets, et puis les fruits et les légumes. Donc on va bien nourrir son microbiote. Et le troisième aspect, c'est de ne pas l'agresser. Et qu'est-ce qui l'agresse? C'est l'alcool, c'est les édulcorants. Catastrophe pour le microbiote. Le microbiote déteste ça. C'est les additifs. Donc en fait, tous les produits transformés et industriels vont modifier le microbiote, pas dans le bon sens du terme. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 volets pour bichonner, comme je dis, son microbiote.
Mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui prennent justement ces antiacides et qui ont d'autres problèmes après au niveau, du microbiote, parce que finalement leur estomac n'est plus suffisamment acide pour bien décomposer les protéines et ça pose problème en effet. Mais bon, on peut pas le supprimer du jour au lendemain et il y a Non, toute non, une, après il y en a qui prennent ça spontanément et ça c'est pas une très bonne idée, mais c'est vrai qu'il faut quand même souligner que l'acidité de l'estomac, elle est importante. Elle remplit plusieurs fonctions, la digestion et aussi tuer certaines bactéries potentiellement oui, pathogènes qui pathogène. arriveraient. Mmh. Donc ça veut dire que vous avez double peine, vous enlevez l'acidité, vous digérez pas bien vos protéines et donc trop de protéines elles sont pas absorbées, ça va au côlon et ça va favoriser des bactéries qui aiment les protéines et ça, c'est pas très bon en général. Mmh. Alors justement, un autre volet important, c'est, la thyroïde, et on sait qu'elle est impliquée dans la prise ou la perte de poids en fonction si on est en hyper ou en hypothyroïdie. Hem, où suis-je? Ah voilà. Alors comment savoir si on a une thyroïde qui est un peu paresseuse, qui fonctionne pas très, très bien? C'est quoi les symptômes d'une hypothyroïdie, si on souffre, d'une hypothyroïdie? Et comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer son fonctionnement? Alors déjà, quand même préciser, qu'il faut aller voir son médecin, hein. On n'est pas ici dans l'automédication, ce Oui. sont des conseils généraux et la première chose à faire, c'est de vérifier ça avec son médecin. Mais globalement, une hypothyroïdie, le problème, c'est que les symptômes ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire, on ne peut pas dire: «Ah, il y a tel symptôme, d'office, c'est la thyroïde». Donc Mmh. ça va être par exemple de la fatigue, mais il existe 1000 raisons d'être fatigué. Ça va être une prise de poids inexpliquée, mais il y a d'autres raisons également. Ça va être mal dormir, perdre ses cheveux, la frilosité. La frilosité, ça, si vous n'étiez pas frileux et que vous le devenez, ça peut quand même être quelque chose qui va susciter quelque chose en vous. Et puis la constipation, hein, puisqu'en fait, on a un métabolisme qui est ralenti. Des ongles qui se dédoublent, mais on peut avoir ça pour d'autres raisons. Voilà, donc tout ce qui est faner, les cheveux, les ongles, la peau, un peu, tiens, c'est bof. Et voilà, de la fatigue. Donc globalement, et des petits dégonflements aussi. Vous savez, vous avez le matin l'impression d'avoir des œdèmes comme ça un peu autour des yeux. Donc tout ça, ça peut être des symptômes. Ce qui ne veut pas dire que la thyroïde, elle est malade. Et donc, il faut bien distinguer aussi une thyroïde malade. Et donc là, on va apporter des hormones thyroïdiennes parce que la thyroïde n'est plus capable d'en produire en quantité suffisante. Et puis, vous avez des thyroïdes qui sont juste un peu paresseuses pour des raisons diverses. Ça peut être l'environnement. On sait qu'il y a énormément de toxiques dans l'environnement, la pollution, etc., qui peut poser problème. Ça peut être encore une fois ce fameux microbiote, mais ça peut être des déficits nutritionnels. C'est vrai que pour fabriquer eh bien, des hormones thyroïdiennes, il faut de l'iode, par exemple. Et donc, bah, si vous mangez jamais de poisson, il y a quand même pas beaucoup de chances que vous ayez des apports en iode suffisants. Et en plus, c'est du poisson plutôt cru, parce que l'iode s'évapore à la cuisson. Donc, c'est sans doute le nutriment qui est le plus en déficit dans la population, raison pour laquelle maintenant vous trouvez du sel, enfin depuis déjà un petit temps, mais du sel enrichi en iode dans les grandes surfaces. Et c'est aussi pour ça qu'ils utilisent ce sel dans le pain, donc, ils essayent d'enrichir un petit peu les aliments de base, je dirais, pour essayer justement de limiter ces manques en iode. Alors, il n'y a pas que l'iode, il y a le sélénium qui est important, il y a le zinc qui est important, il y a le fer qui est important. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que tous ces organes, eh bien, pour qu'ils fonctionnent à leur plein potentiel, ils ont besoin de nutriments. Et quand on mange des calories vides, et j'en reviens vraiment toujours à ça, hein, vous le voyez, c'est fou, mais quand on mange des calories dites vides, c'est-à-dire des aliments industriels, hein, globalement, eh bien vous avez les calories, mais sans les nutriments. Donc vous avez quasi pas de vitamines, quasi pas de minéraux, quasi pas d'antioxydants. Et donc en fait, ces organes ne peuvent plus fonctionner correctement, donc le métabolisme non plus. Et comme vous mangez des calories, bah, il faut bien les stocker. Et c'est comme ça qu'on fait du gras. Oui. Mais, pour avoir suivi votre formation sur la thyroïde, je me rappelle que vous aviez attiré l'attention sur le fait qu'il faut pas se complémenter soi-même, par exemple en iode, parce que avoir trop d'iode est aussi délétère que pas assez. Donc il vaut mieux toujours, en effet, faire,
une analyse sanguine ou une analyse d'urine pour savoir où on en est, point de vue vitamine D, iode et cetera, que l'automédication n'est pas toujours bonne conseillée bien conseillée en fait, Ça, c'est certain, à l'exception de quelques nutriments comme le magnésium que vous éliminez par les urines en cas d'excès. Et en plus, je ne connais pas beaucoup de gens qui s'enfilent 3 grammes de magnésium, hein, donc globalement, il y a pas beaucoup de risques. Mais donc, il y a quelques nutriments pour lesquels c'est pas très, très risqué. Il y en a quand même beaucoup pour lesquels mieux vaut clairement faire un dosage préalable. Et c'est notamment l'iode, parce qu'un excès d'iode peut bloquer la thyroïde aussi. Donc on voit bien qu'un excès d'iode peut poser problème. Vitamine D, il n'y a pas beaucoup de risque d'excès. On ne va pas se mentir, si vous prenez 1000 ou 2000 unités, c'est quasi impossible. Mais à long terme, si vous prenez des plus grandes quantités dont vous avez besoin, c'est un problème. Donc il vaut toujours mieux aller voir un médecin, et si possible, un médecin sensible à cette problématique, parce qu'ils ne le sont pas tous. Donc voilà, un médecin nutritionniste ou ce genre de personne qui peut vous guider dans les dosages à faire. Vous voyez, j'ai bien écouté votre Super. formation. Beh, justement, le jeûne intermittent. D'abord, j'avais une question sur la chrononutrition, en effet, parce que vous en parlez justement dans votre livre, en disant que c'était quand même une bonne approche. Beh, pourriez-vous nous expliquer justement ce concept de chrononutrition et dans quelle mesure est-ce qu'elle aide à perdre du poids? Alors, c'est aussi intéressant d'en parler parce que ce terme de chrononutrition a été un petit peu exploité, on va dire, d'un point de vue marketing par certains auteurs de façon complètement abusive. Et notamment justement le fait que le matin on peut manger un camembert entier et on peut se lâcher. Non, mais ça fait partie de ce fameux régime chrononutrition. Donc moi je vous parle ici de la chrononutrition, je ne vous parle pas du régime chrononutrition, que les choses soient parfaitement claires avec ça. Mais par contre la chrononutrition c'est une réalité scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, notre corps suit un rythme. On appelle ça le rythme. Enfin, il y a plusieurs rythmes, il suit plusieurs rythmes. Mais il y a le rythme des saisons, il y a le rythme de plein de choses, mais il y a surtout le plus important, le rythme circadien, c'est-à-dire environ 24 heures. Circa, dié, environ 24 heures, en gros jour-nuit. Donc c'est jour-nuit. Donc, et notre corps, eh bien la nuit, il n'est pas fait pour manger, il n'est pas fait pour digérer, il n'est pas fait pour métaboliser, il est fait pour dormir. Et donc, notre corps, il sait quelle heure il est. Comment le sait-il? Notamment grâce à l'exposition à la lumière du jour. Donc, la lumière va aller stimuler des récepteurs au niveau de la rétine qui se mettent en contact avec l'hypothalamus au niveau du cerveau. Ça, c'est notre horloge centrale. Et puis, on a cet hypothalamus qui régule plein d'horloges dans nos organes. Et c'est vrai pour le microbiote, et c'est vrai pour le foie, et c'est vrai pour l'estomac, et c'est vrai. Et donc, en fait, on a vraiment intérêt à manger à des heures régulières. Sinon, on va complètement perturber ce rythme. Parce que justement, les horaires des repas, ça fait partie de ce qu'on appelle les synchroniseurs de temps. Donc le corps dit, ah, on mange là, c'est telle heure. Et inversement, cette habitude fait qu'il sait que le lendemain, à l'heure du repas, eh bien, il y a une hormone qui va s'élever et après le repas, elle va rediminuer. Donc on a vraiment des rythmes qu'il est important de suivre. Et par exemple, on parlait tout à l'heure de la sensibilité des tissus à l'insuline. Eh bien, l'insuline, elle est plus efficace le matin. Et donc, quand vous mangez le soir beaucoup d'aliments très hyperglycémiants, et ça va être des pâtes, ou alors ça va être pire, des biscuits devant la télé, des plaquettes de chocolat que vous dégommez devant la télé à 22 heures, mais ça c'est ligne directe, c'est-à-dire que le corps il n'est pas du tout capable ni de brûler ni de gérer, et on a une grande perte de sensibilité à l'insuline en fin de journée. Et donc ça, c'est vraiment la chrononutrition. En d'autres termes, il y a des études, mais vraiment qui ont montré, et c'est extrêmement clair, que si vous avez une journée à 2000 calories, on a dit qu'on ne comptait pas, mais c'est un exemple, et que vous sautez le petit déjeuner, vous mangez 500 calories le midi et 1500 le soir, eh bien vous allez beaucoup plus grossir que si vous mangez 750 calories au petit déjeuner, 750 le midi et 500 le soir.
Donc cette fameuse phrase petit déjeuner de roi, déjeuner de prince et dîner de pauvre à la française, hein, donc repas de midi, c'est pour moi le déjeuner, donc voilà, ne me comprenez pas mal. Donc le matin, en gros, repas de roi, le midi, repas de prince, et le soir, repas de pauvre. Eh bien, cette notion-là est tellement vraie. Vous changez, entre guillemets, rien à ce que vous mangez, vous inversez les proportions et vous allez perdre du poids. Et ça, c'est une réalité, hein, qui est très bien connue. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, ça fait partie des erreurs, entre guillemets, qui sont très souvent commises. C'est on mange pas le matin ou très peu, on mange vite fait le midi comme ça, et le soir, on a super faim. Non seulement on a super faim, mais on a dégommé l'armoire à bonbons et biscuits des enfants parce qu'on n'en pouvait plus. Donc, c'est le schéma très, très classique. Voilà, qui fait dire d'ailleurs qu'on pourrait manger une petite collation dans l'après-midi pour justement limiter cet appétit du soir, parce que parfois il y a 6, 7 heures entre le repas de midi et le repas du soir, et c'est trop. Le corps, il a pas mal de difficultés à tenir si longtemps. Donc cette chrononutrition, elle est importante, mais ne tenez pas compte de l'exploitation qu'on en fait en termes de régime et des choses comme ça. Elle dit aussi, et ça c'est une réalité, qu'on a besoin de protéines dès le petit déjeuner. Ah voilà, c'était ma question justement, par rapport à ça. Et ça aussi, ça a été montré. Quelqu'un qui mangerait un œuf, par exemple, eh bien, il va manger moins pendant les 24 heures qui suivent parce que les protéines sont très satiétogènes. Donc ça, c'est très intéressant parce que si ça vous coupe l'appétit toute la journée, vous allez moins grignoter. Et d'autre part, on doit produire des neurotransmetteurs comme la dopamine, comme la sérotonine, etc. dans la journée. Et pour ça, on a besoin de petits morceaux de protéines. Et donc, dès le petit déjeuner, il faut un apport en protéines. Mais pas que des protéines. Il y en a qui ont pris ça un peu au pied de la lettre et qui se font vraiment que du jambon, que des œufs. Non, on a le droit de manger aussi un bon pain de qualité, mais l'idée, c'est vraiment, voilà, pas que du sucré, pas pain confiture le matin, c'est pas le bon exemple de petit déjeuner qui va vous apporter une bonne satiété et vous permettre d'être bien concentré pendant la journée. Oui, pain, confiture, jus d'orange et c'est le soir, en fait, on a encore envie de manger sucré à ce moment-là, C'est clair. on fait un peu de yo-yo Avec cette avec fameuse la insuline et cette l'insuline. glycémie dont on a parlé. Tout à fait. Parce que j'ai vu une question passer, un monsieur qui disait ou une madame, je ne sais pas, qui disait que le soir, il ou elle aimait bien manger, justement des biscuits, ça le détendait. Peut-être que le matin, cette personne commence sa journée peut-être, en mangeant sucré et que le soir, finalement, il y a peut-être cet effet yo-yo ou Tout à fait. Après, il y a mille raisons. oui. Il y a la notion de détente et de plaisir. Et c'est vrai que ça contribue aussi. On l'a bien mérité, hein, parce qu'on a eu beaucoup de stress, etc. Donc, c'est une forme de compensation. C'est pas un besoin physiologique. C'est plus parfois pour combler un manque. Et donc, on a besoin de se calmer, de se détendre. Mais c'est vrai que parfois, on met ça sur le compte pour cette raison-là, et qu'en réalité, ça démarre au petit déjeuner, parce que, bien, si on avait eu un bon petit déjeuner, bien complet, avec des protéines, il y aurait nettement moins cette envie de grignotage. Peut-être que le repas du soir n'est pas équilibré, peut-être qu'il n'y a pas eu d'assez d'apport sur la journée, Pendant la et donc journée, le oui. corps, il est en besoin, il est en manque de compenser. Donc, sur tout ça, il y a vraiment moyen de jouer. Et en fait, ces biscuits du soir, sauf si vous faites partie des horribles qui ne prenaient pas un gramme, eh bien, c'est eux qui sont responsables, évidemment, d'une prise de poids. Ça, c'est la recette parfaite. Manger des biscuits le soir devant la télé, ça, c'est parfait pour prendre du poids. Sauf si on va faire un jogging après alors peut-être. Oui, éventuellement. Et encore, et encore. Éventuellement, éventuellement. Alors, beh, justement, on parlait un petit peu du sport, bah, la pratique d'une activité sportive est souvent guidée par cette volonté de perdre du poids. Alors le sport fait-il maigrir? Alors est-ce que en faisant du sport, après on peut aller fondre sur, la pizza 4 fromages, ou la raclette, saucisson, voilà. Donc, voilà, est-ce que le sport, quel est son intérêt? Bah, disons qu'on va aussi en parler le 3, mais par rapport au régime, est-ce qu'il permet de perdre du poids? Alors, fondre sur le fromage, c'est évidemment une belle expression. Euh, donc, le sport, ça fait maigrir, oui et non.
dans le sens où souvent, et on le voit très bien sur l'illustration, on a marché 30 minutes et on se dit, ouais, j'ai fait du sport, je vais pouvoir faire un McDo après. Sauf que marcher 30 minutes, ça vous fait perdre 120 calories en gros, et que le McDo, il vous en apporte 700. Donc on a toujours tendance à surestimer ce qu'on a brûlé. Donc bravo, vous avez dépensé 350 calories. C'est pour moi la pizza 4 fromages. C'est pour qui la pizza 4 fromages, supplément fromage? Ben, cette pizza-là, elle doit, à mon avis, faire entre 800 et 1000 calories. Donc on voit bien qu'on a quand même un problème de perception. Alors en fait, le sport, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, ça va faire un petit peu perdre, mais le corps va vite s'adapter. Le corps s'adapte à tout. C'est-à-dire que pour une même intensité, si vous faites tout le temps la même chose, bah, le corps il va plus perdre comme ça indéfiniment. Ce qui est important, c'est que le sport, c'est le meilleur facteur de protection pour la reprise du poids. C'est-à-dire que ceux qui ont entrepris des modifications alimentaires ou des régimes, si vous voulez les appeler comme ça, et qui parviennent à maintenir leur poids, eh bien statistiquement, c'est principalement ceux qui font du sport. Donc c'est un très très bon outil de maintien de poids, l'activité physique. Et puis le sport surtout, c'est être mieux dans sa tête, c'est avoir un meilleur microbiote, on l'a dit, c'est mieux dormir, sauf si vous faites un jogging à 22 heures parce que vous avez mangé du biscuit et que là votre adrénaline elle est au taquet. Mais sinon globalement le sport c'est mieux dormir, c'est être mieux dans sa tête, ça permet de fabriquer des hormones qui nous calment, qui nous rendent heureux. Le sport, c'est bien plus que la ligne, quoi. Mmh. Et donc, voilà, quelqu'un qui est, on l'a dit aussi, insulino-résistant, diabétique, le fait de bouger, eh bien, il va clairement faciliter la perte de poids, mais pas pour les calories brûlées, mais pour la sensibilité qu'il va redonner euh, à cette issue pour l'insuline. Et d'ailleurs, auprès de ces personnes-là qui se reconnaîtraient, qui sont insulino-résistantes, le meilleur conseil à donner, c'est faire 30 minutes de sport et manger juste après. Ça, c'est absolument magique. C'est on va bouger d'un bon rythme 30 minutes. J'ai pas dit courir, hein, mais être un tout petit peu quand même essoufflé. Et puis manger parce que ça va permettre une meilleure sensibilité à l'insuline dans l'heure qui suit Ah l'activité oui, physique. très bon truc en effet. Ah bah, merci pour ce conseil, finalement facile à mettre en place, Oui, et parfois sur l'heure du midi, il y en a qui vont manger et puis marcher. Eh bien, je oui, vous conseille de faire oui, l'inverse. D'abord l'inverse. aller marcher et puis manger. Alors, justement, le secret pour maigrir, ça serait quoi? Alors, on a bien compris que les régimes, ne font pas maigrir, enfin, au départ, ils font maigrir et puis après, on reprend tout si on arrête évidemment. Donc les aliments à calories égales n'ont pas le même impact sur la ligne. Et si on veut perdre du poids, par quoi est-ce qu'on va commencer? Est-ce qu'il faut faire des tests sanguins, aller voir d'abord son médecin pour faire une prise de sang assez complète, pour voir quelles sont les carences, éventuellement les excès, et cetera? Quels conseils vous pourriez donner justement pour que l'on puisse avoir un poids sain, maigrir s'il faut, sans mourir de faim justement? Justement, ne pas faire régime. Donc ça, c'est très très clair. C'est pas un régime, c'est un état d'esprit dans lequel on doit idéalement se mettre, de bienveillance envers soi-même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est se faire du bien, mais avec des aliments pas ou peu transformés, sans frustration. Euh, alors, par rapport à la prise de sang, moi, je ne l'encourage que quand ça marche pas, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a un blocage. Vous avez l'impression vraiment que vous avez mis tout en place, waouh, super, et il n'y a rien qui se passe. Alors oui, clairement, c'est intéressant d'aller faire un bon bilan, encore une fois, avec un médecin nutritionniste plutôt. Sinon, pour le reste, c'est vraiment recuisiner soi-même et éviter les aliments transformés. Euh, répartir les repas de façon, comme on a dit, un bon petit déjeuner, idéalement le repas de midi qui serait le repas principal, une petite collation et manger léger le soir et assez tôt. En général, ça suffit déjà parfaitement. Bien équilibrer ses acides gras. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'oméga 3, donc du poisson gras, ce genre de choses, 2, 3 fois par semaine. Manger tous les jours des aliments complets, des fruits, des légumes. Donc les fruits et légumes, ça doit occuper au moins deux mains comme ça sur la journée.
Donc ça veut dire idéalement le midi et le soir, un peu de légumes, ça veut dire au moins 2 fruits. 2 fruits, c'est bien. 3 si vous êtes très grand et fort, donc 2, 3 fruits sur la journée. C'est bien dormir aussi, parce que de tout ça, je parle aussi dans le livre, il n'y a pas que l'assiette. On a parlé de l'activité physique, mais le sommeil, c'est incroyable. Et comme il y a des gens qui, rien que parce qu'ils dorment trop peu ou mal, eh bien, vont prendre du poids, et notamment parce que ça va engendrer une insulinorésistance. Et c'est vrai pour le stress, le cortisol, l'hormone du stress, fait aussi grossir. Donc, être zen, détendu, bouger, bien répartir ses repas sur la journée, manger des aliments peu transformés, et les kilos, en général, Ils partent. ils partent gentiment, donc ne pas être pressé, ok, justement, ne pas être pressé parce qu'on est pressé d'y arriver, parce que si on est pressé, on n'y arrive pas. Donc, il faut vraiment accepter que gentiment, le corps perde ses petits kilos. Moi, ça m'arrive tellement souvent qu'on me dise: «Ah, là, je dois perdre absolument 7 kilos parce que dans 3 semaines, il y a le mariage de ma sœur». Ça, c'est vraiment compliqué, hein. Parfois, j'ai très envie de leur dire: «On coupe une jambe et comme ça, le problème est réglé». Mais je peux pas. Je peux pas dire des choses comme ça. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment, c'est pas un régime, c'est une façon de prendre soin de moi. Je change la façon dont je me nourris. Euh, et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de régime miracle. Vous partez de ce que vous faites, vous corrigez les erreurs, entre guillemets, et en général, les choses rentrent dans l'ordre gentiment. Maintenant, on va être tout à fait scientifiquement sincère. Quelqu'un qui est très fort en surpoids, donc dans un état d'obésité, on sait que c'est pas totalement réversible la plupart du temps. On considère que perdre 10% de son poids, c'est déjà un bel objectif qui va déjà avoir un impact métabolique très intéressant. Et donc, il faut aussi bien comprendre qu'on n'est pas du tout égaux sur la balance, et que vous avez vraiment, hein, des personnes qui mangent bien et qui ont pris du poids pour des raisons X ou Y, des médicaments, des antécédents familiaux, il y a de la génétique aussi. Donc il ne faut pas croire que c'est juste trop manger, le fait d'être en surpoids, c'est certainement pas le cas. Oui, mais c'est vrai que je me rappelle, une fois, j'avais eu l'occasion de vous interviewer et vous disiez que, quand on mange justement sainement, on se dit: «Ah tiens, tu es au régime». Mais non, on peut se faire plaisir en mangeant très sainement, en ayant une alimentation très variée, très colorée, très goûtue aussi. Et je pense que ce que vous voulez dire aussi, c'est que cette façon de manger, un régime, c'est par définition quasiment défini dans le temps, alors qu'une alimentation variée, colorée, joyeuse, bah, c'est comme ça qu'on mange jusqu'à la fin de ses jours, en fait, et Exactement. C'est vrai que c'est une grande distorsion quand on regarde mon assiette et que elle est bien remplie, mais avec des légumes, avec des lentilles, avec des choses comme ça. Mais t'es au régime? Ben non, en fait. En fait, non. Et donc, voilà, après, il faut trouver les aliments qu'on aime, certes, mais le goût s'éduque aussi. Donc, parfois, c'est juste parce qu'on ne connaît pas certains aliments. Si je dis à quelqu'un de manger des sardines et qu'il fait comme ça, la première chose que je demande, c'était quand la dernière fois? Et la majorité, ils me répondent il y a 20 ans. Alors, fatalement, ils ne peuvent pas oui, savoir. les goûts Voilà, changent. les goûts changent. Et puis, quand on ne mange jamais un aliment, on n'est pas attiré par cet aliment. Donc, Oui, oui. voilà, il y a des choses qu'il faut idéalement réapprendre à manger. Voilà. Je vois que j'ai loupé une question sur le jeûne intermittent justement, si vous c'est justement où on en a parlé tout à l'heure. Que pensez-vous du jeûne intermittent? Alors, pas mal de choses intéressantes, beaucoup de publications. Et donc, en fait, c'est clair que plus vous allez, entre guillemets, concentrer vos repas, plus d'un point de vue métabolique, vous laissez votre corps au repos. Euh, mais encore une fois, ça a été un peu utilisé, pas toujours de façon correcte. C'est-à-dire que comme c'est plus facile de sauter le petit déjeuner, il y a beaucoup de gens qui font le jeûne intermittent dans ce sens-là. Et parfois, ça marche. On va pas se mentir, parfois, chez certains, ça marche. C'est-à-dire qu'ils vont pas manger au petit déjeuner, manger leur repas de midi, et puis le repas du soir, en général, bien, bien copieux. Chez certains, ça marche. Mais les études montrent que c'est pas très bon
et que c'est beaucoup mieux de le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire un bon petit déjeuner, le repas de midi, une collation, et puis on arrête de manger. L'idée, ça s'appelle le 16-8, hein, souvent sûrement Oui. vous connaissez, on reste, on mange sur 8 heures et on reste à jeun pendant 16 heures. Alors, sans aller jusque-là, le fait d'avancer parfois son repas du soir d'une heure ou deux suffit à faire perdre du poids. Donc, n'est pas obligé de le suivre strictement à la lettre, ça c'est une chose, on peut juste avancer son repas. Je fais une petite parenthèse, il y a des études qui ont montré qu'une femme qui reste 13 heures sans manger ou 13 heures et demie diminue significativement son risque de cancer du sein. Donc, Oh, indépendamment du poids, c'est quand même un élément très important. Je referme la parenthèse, parce qu'on n'est pas vraiment dans le poids, mais c'est pour vous dire que d'un point de vue métabolique, eh bien, on a des effets santé du fait de plus concentrer ses repas et surtout de ne pas manger tard. Donc, je suis pour, mais pas dans le sens je saute le petit déjeuner. Je suis pour dans l'autre sens. Ça, c'est une chose. Après, il faut pouvoir accepter, d'un point de vue social, que c'est pas simple à mettre en place parce que si c'est votre repas en famille et que tous les soirs vous regardez tout le monde manger comme ça, c'est ni chouette pour vous ni chouette pour eux. Donc c'est évidemment pas applicable pour tout le monde et ce n'est pas une obligation. Mais quand il y a des petits blocages à la perte de poids, ça peut aider. Ce qu'il faut éviter, c'est de se dire je fais ça pendant un mois et puis, youpi, j'ai perdu 3-4 kilos, je recommence à manger le soir, ben, les kilos reviennent. Et ça, c'est vrai pour tout. Et vous faites du sport pour maigrir, vous arrêtez, les kilos reviennent. Tout ce qu'on entreprend, qui n'est que temporaire, eh bien, n'aura un résultat que temporaire. C'est tellement limpide. Et donc, c'est pareil pour le jeûne intermittent. Et donc, il faut accepter que ce soit un mode de vie pour toujours. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien se dire, et si je faisais ça 2 fois par semaine? Et si je faisais ça 3 fois par semaine, mais que ce soit pour toujours, c'est-à-dire que vous mettez en place, on n'est pas obligé de faire ça tous les jours, vous mettez une sorte de routine, vous dites voilà, je dis n'importe quoi, le lundi, le mercredi, le vendredi, je ne mange pas le soir, je me prends une bonne collation vers 17 heures et je fais un 16-8. Et voilà, vous essayez de rentrer dans cette routine, et ça peut être 2 jours, peu importe. Mais l'idée, c'est de ne faire des choses que voilà, sur le long terme quand on fait des modifications dans son mode de vie. oui. Eh bien, merci Véronique. Je pense qu'on a fait déjà un grand tour de la question. Ben voilà, je vous rappelle le livre de Véronique, donc ma Bible pour perdre du poids sans régime. Je vous le conseille, vous avez des recettes, vous avez euh, toutes les raisons pour lesquelles vous pourriez avoir des blocages à la perte de poids. Enfin, vraiment, il est très, très, très accessible, très, très intéressant à lire. Vraiment, le microbiote, tout est expliqué. C'est vraiment une Bible. C'est pour ça que Véronique l'a appelée ma Bible pour perdre du poids sans régime. Et vraiment, je vous le conseille chaudement, comme tous ces ouvrages d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de questions qui étaient apparues. Je vais reprendre le chat. Alors, voilà, la dernière question, c'était par rapport à l'alcool déjà. Alors, Véronique, faut-il arrêter de boire du vin quand on veut perdre du poids? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'alcool. Alors, Non. j'aimerais bien ne pas être une rabat-joie, donc je dirais arrêter peut-être pas, mais il faut bien comprendre que l'alcool, au-delà encore une fois des calories que ça contient, hein, donc l'éthanol, comme on dit, c'est de l'alcool, donc l'éthanol, c'est quand même 7 calories par gramme. Donc déjà, il y a un apport calorique qui est fait. Mais bien au-delà de ça, il faut comprendre que l'alcool est très facilement stocké, euh, et enfin très facilement stocké. C'est pas exact ce que je dis. L'alcool est très difficilement métabolisé et donc ce que vous mangez pendant que vous buvez est très facilement stocké. Donc en fait, l'alcool fait stocker et limite le déstockage, bien au-delà des calories que ça apporte. Donc c'est quand même un élément à considérer. Et puis l'alcool, ça ouvre l'appétit, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça l'apéritif. Oui. Okay, donc l'alcool, ça va entraîner certaines hormones qui ouvrent l'appétit, donc fatalement, on risque de manger plus. Vous faites un apéro, bah déjà, si vous ruez sur les chips, tout ça, c'est voilà, déjà très moyen. Mais après, en plus, si vous mangez plus au repas qui suit, c'est pas terrible. Donc, c'est sûr que alcool et ligne,
c'est moyen. On dit: «Oh mais pas de problème, j'ai la solution, alors je ne mange pas puisque ça fait stocker ce que je mange». Et en fait, l'alcool bu à jeun augmente le risque de cancer de l'estomac. Donc on a toujours intérêt à boire en mangeant. Voilà, moi je veux dire, exemple personnel, j'aime un petit verre de vin. En général, avec un, j'ai largement suffisant. Parfois, je ne le termine même pas. Mais je ne vais jamais boire à jeun. C'est toujours en mangeant. Et donc voilà, en général, les apéros, bon, c'est sans alcool parce que ça ouvre l'appétit et parce que c'est pas très bon pour l'estomac, justement. OK. Voilà prévenu, mais donc il ne faut pas le supprimer d'office, boire, Mais voilà, d'un plutôt point de vue scientifique, l'alcool augmente le risque de cancer, on le sait dès le oui, premier verre. Dès le premier verre. Donc voilà, l'alcool, c'est une question de plaisir et voilà, d'équilibre à trouver, ça c'est clair. voilà. Alors, il y a une personne qui dit: «Je fais le régime ancestral ou régime sénialais depuis janvier 2015 et j'en suis bien content. Attention d'être, suivi pour, démarrer et de voir si le concept de base vous convient». Je ne sais pas si vous avez une remarque à faire par rapport au régime sénialais. Je pense que c'est sans gluten, sans produits laitiers, produits Voilà, de c'est un régime protéines. qui est quand même assez difficile à suivre, mais une fois qu'on est dedans, voilà. Donc je n'en pense que du bien. C'est un régime à la base qui était mis en avant surtout pour les maladies inflammatoires. Donc des gens qui avaient des fibromyalgies et ce genre de... Il y a toute une série, il y a presque une centaine de maladies pour lesquelles on a identifié des bienfaits. Mais c'est techniquement, ça demande vraiment d'être très très focus parce que c'est en effet c'est sans produits laitiers, c'est sans gluten, voilà, c'est la viande, il y a des restrictions, enfin c'est pas simple à mettre en place, mais voilà, pourquoi pas, et toujours bien vérifier quand même une fois par an que vous ayez tout ce dont vous avez besoin, que ce soit en termes de calcium, de vitamine B12, de fer, de zinc. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont éliminées. Si c'est pas nécessaire, ce n'est pas un indispensable. Mais c'est évident que ça peut être intéressant, et en particulier chez les personnes qui ont des problèmes inflammatoires. Alors ça, c'est une question, je trouve, qui revient régulièrement. On entend souvent dire qu'il ne faut pas manger de fruits après un repas. Oh, voilà, car ce n'est pas bon pour la digestion. Peut-on les manger avant? Est-ce mieux ou uniquement hors des repas? Alors, en fait, cette notion, elle ne se base sur aucune donnée scientifique. Donc, rien du tout n'interdit de manger un fruit après un repas. Maintenant, si vous préférez le manger avant, c'est très bien aussi. Donc voilà, soit en dehors, soit avant, soit après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que l'on dit, et qui est donc archi faux, c'est que ça va fermenter dans l'estomac. Or, l'estomac est ultra acide. Donc, il n'y a pas de fermentation possible avec un tel niveau d'acidité. Donc ça, c'est pas vrai. Les seules personnes qui puissent potentiellement avoir un problème avec ce genre de choses, c'est si vous avez ce qu'on appelle un SIBO, c'est-à-dire trop de bactéries au niveau de la partie haute de l'intestin grêle, et donc ça peut faire des super ballonnements, etc. Mais c'est quand même très rare. Donc franchement, aucun problème à le mettre à la fin du repas. Euh, Tout se mélange dans l'estomac, hein. C'est pas, ça va pas fondamentalement changer vos capacités digestives. Il n'y a pas, je sais que j'entends ça aussi souvent, vous pouvez chercher dans toute la littérature scientifique, il n'y a aucune explication scientifique ni aucune preuve qui justifie de ne pas manger un fruit en fin de repas. OK. Alors il y a une dame qui demande: «Est-ce que la cuisine maison, c'est une cuisine qui est transformée?» Oui, alors évidemment, si vous achetez une farine et que vous faites votre pain, vous pouvez dire que c'est un aliment transformé. Certes, mais ce sont des ingrédients de base. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, et c'est effrayant d'ailleurs, il suffit de regarder les étiquettes des produits. On ne voit plus lait, on voit protéines de lait. On ne voit plus lait, on voit caséine. On voit des mots comme ça. Vous achetez pas de la caséine dans votre supermarché et ça pousse pas aux arbres. Donc, tant que vous êtes dans des ingrédients nature que vous assemblez vous-même, même si évidemment on peut appeler ça un aliment transformé, on n'est pas vraiment dans Oui.
ici, en fait, j'aurais dû dire des aliments ultra transformés, parce Oui, qu'on fait la différence entre transformés et ultra transformés. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils font les agroalimentaires, c'est ils découpent des ingrédients en petites molécules et ils réassemblent ça dans des aliments. C'est juste infâme. Et donc c'est du coup pour ça qu'il n'y a pas cet effet matrice. Et oui. donc regardez, quand vous avez lait, œufs, poisson, c'est pas un problème. Mais quand vous avez, comme je le dis, alpha-lactalbumine, euh, euh, Amidon, amidon transformé. modifié, Mmh. et des choses comme ça, bah, là vous avez compris qu'en fait on vous fait une petite recette de chimie avec des trucs qu'on met dedans. Et donc ils ont découpé ces ingrédients, ils en font des poudres et hop, on remet tout. Enfin, c'est juste une horreur. Et justement, il y a une question par rapport aux produits laitiers. Où se situent les produits laitiers, yaourts, et cetera? Aliments transformés ou pas? On revient un petit peu à la même réponse qu'avant, que vous Et aviez ça va donnée, mais dépendre de l'aliment. C'est-à-dire qu'un yaourt qui va être fait avec du lait et dans lequel on a mis des ferments lactiques, ce n'est pas vraiment un aliment transformé. mmh, Un, un, un yaourt à boire, j'ai failli dire un nom de marque, ultra sucré, à la fraise, évidemment, le produit n'a jamais vu une fraise de sa vie, vous l'aurez compris, ce ne sont que des arômes et des choses comme ça. Donc, vous le voyez tout de suite en général à la liste des ingrédients. oui. Ok, donc voilà, dès que c'est sucré, aromatisé, coloré, bah, à ce moment-là, ça pose clairement problème, quoi. Ah, on a perdu Sylvie. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui, parfaitement. On Ah, vous ok, moi je suis toujours là. Alors, je vois les questions, donc je vais peut-être continuer à y répondre. Je oui. vais trouver le chat. Donc, est-ce que la prise de poids après la ménopause est normale? Est-ce qu'il y a des recommandations particulières? Alors, ça, c'est une bonne question. Euh, je vais dire normal, peut-être pas. Habituel, oui, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est très fréquent. Donc, la chute des œstrogènes va eh bien, modifier notamment la sensibilité à l'insuline, va modifier l'efficacité de notre thyroïde. Ces œstrogènes, ce sont des anti-inflammatoires, ils n'ont plus du coup leur effet anti-inflammatoire. Et donc, c'est clair qu'à la ménopause, il faut comprendre une chose, c'est que le gras du corps est capable de fabriquer des œstrogènes. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi les personnes obèses sont notamment plus à risque de cancer. C'est parce que, et de cancer du sein en particulier, parce que cette charge en graisse eh bien, est capable de produire beaucoup d'œstrogènes et donc on a une charge en œstrogène qui est trop importante. Donc, du coup, mauvaise idée, mais c'est comme ça. À la ménopause, il n'y a plus d'œstrogène. Le corps, il se dit, je vais faire du gras. Et comme ça, grâce aux réserves, il y a potentiellement plus de possibilités de fabriquer des œstrogènes. Donc, voilà, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est souvent le cas. Donc, ça veut dire qu'il faut être encore plus vigilant par rapport à son alimentation. Ce n'est pas non plus une fatalité, mais c'est quelque chose qui tombe un peu. Voilà, on ne change rien à son alimentation et pouf, on prend du poids, souvent dans le ventre, parce que justement, c'est un peu lié à cette perte de sensibilité à l'insuline. Euh, je pense que Sylvie essaye de nous rejoindre. Est-ce que vous On peut, m'entendez toujours? Oui, ok. on peut continuer tant qu'elle n'est pas là et quand elle sera là. Et Parfait. d'ailleurs, la question qui suit à celle concernant la ménopause, je trouve que ce n'est pas le rôle de nos conférences de faire de la publicité pour des professionnels. C'est une, comment dire, c'est une décision que les collègues doivent prendre pas d'eux-mêmes en se renseignant. Mais la conférence qu'on vient de faire accroît leur connaissance. Les livres dont on parle peuvent être lus et ensuite ça éclaire les choix qu'ils font les praticiens. Si vous me le permettez, Véronique, je dirais qu'on pourrait passer à la question d'après. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, par rapport à la ménopause, voilà, augmenter son niveau d'activité physique, faire particulièrement attention à la quantité de féculents que l'on mange sans les exclure du tout. Mais voilà, c'est surtout la qualité. Donc, voilà, comme on prend plus facilement du poids, ben, il faut limiter.
parfois, ces aliments, en général, bon, la prise de poids, elle reste acceptable, hein. Donc ça dépend aussi en fonction de votre envie de continuer à vivre comme avant ou pas. Donc ça, c'est un peu un choix personnel. Est-ce que dans la prise de sang, glycémie et insuline, est-ce que hémoglobine alors l'hémoglobine glyquée, c'est un marqueur de la glycémie sur les 3 derniers mois. Donc c'est un bon indicateur de suivi de diabète, par exemple, mais avec la glycémie et l'insuline, on a l'index OMA dont j'ai parlé, et donc l'index OMA, si possible, inférieur à 2,2, et les laboratoires le calculent pour vous, hein. Donc vous demandez glycémie et insuline, et souvent, vous pouvez cocher aussi OMA, HOMA, et ils vont vous donner donc votre niveau de HOMA. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez le calculer. Il y a des calculateurs de HOMA sur Internet. Que pensez-vous du régime sans gluten? Alors, c'est intéressant parce que pendant des années, on a dit c'est que pour les personnes qui ont la maladie cœliaque, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait quand même aussi d'autres personnes qui avaient intérêt à ne pas en manger, ce qu'on appelle des hypersensibles non cœliaques au gluten. Et du coup, il y a eu cette mode, cette explosion du sans gluten. Alors, je suis un petit peu partagée parce que je pense que tout le monde ne doit pas exclure le gluten, mais peut-être plus de personnes que ce qu'on ne croit. Donc ça va être une question de symptômes. Il y a une étude très intéressante qui est sortie récemment et qui montre que certaines personnes, génétiquement, le fait de manger du gluten, alors qu'elles n'ont pas la maladie cœliaque, eh bien ça va favoriser une prise de poids, et notamment parce qu'ils vont avoir un intestin qui va devenir poreux, que ce gluten, il n'est pas très bien toléré au niveau de la muqueuse digestive. Euh, et donc, voilà, moi, personnellement, j'en mange, mais pas des kilos et des kilos. Je ne pense pas que tout le monde doive le supprimer, mais il y a des publications sur l'effet un peu pro-inflammatoire, je dirais, pour certaines personnes de ce gluten, et ça, c'est une réalité. Alors, on a parlé de la ménopause déjà, donc là, c'est vraiment être un petit peu plus vigilant, attention à l'alcool, bouger plus, la qualité, tous les conseils qu'on a vus aujourd'hui, bah, de les appliquer encore un petit peu plus, et voilà, de se mettre aussi à bouger. Donc, on a dit que les noms de professionnels, on allait éviter. Le rituel biscuit chocolat dans la télé, impossible à Ah, on a retrouvé. Je suis désolée d'interrompre, mais on n'a pas répondu à une question qui était juste après la ménopause. Oui. C'était pour les jeûnes complets, enfin, le même docteur qui prend le jeûne alterné, les SR 8 heures. Parfois, il propose aussi les 5 jours, maximum 5 jours de jeûne complet pour resetter le corps. Est-ce que ça aide ou pas? Merci. Alors, moi personnellement, pas manger pendant 5 jours, c'est pas possible. Donc, donc voilà, mais ça c'est mon avis personnel. Après, je pense pas que ça fasse un grand reset. En tout cas, si vous le faites, ça doit être accompagné vraiment par un vrai professionnel de santé, donc un médecin notamment, et pas quelqu'un qui est formé comme ça aux jeunes. Il faut quand même que vous soyez déjà en bonne santé avant, et notamment en termes de poids, parce que quand même, voilà, on perd quand même sa masse musculaire un petit peu. C'est pas anodin. Et je connais beaucoup de personnes qui l'ont fait et qui en sont revenues, entre guillemets, parce qu'ils se sont pas sentis bien après, parce qu'ils ont repris beaucoup plus de poids après. Donc c'est très personnel. Moi, je pense vraiment pas, quand on est en bonne santé, que ce soit nécessaire. Après, il semble qu'il y ait quand même des effets anti-inflammatoires qui puissent être intéressants dans le cas de maladies métaboliques. Mais s'il n'y a pas une modification de l'alimentation juste après, c'est fatalement les potentiels kilos perdus vont revenir, et les effets favorables de ce type de jeûne vont être perdus assez rapidement. Merci beaucoup. Je suis désolée Avec plaisir. de vous avoir Désolée quitté, mais d'avoir loupé la question. il y Je a te un laisse orage reprendre la terrible main, ici. Sylvie. Il y a un orage terrible ici, donc c'est pour ça que les plombs sautent, l'internet. Ah, il y a un orage. Ah oui. Ah oui, 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 ça pétarade assez bien, je dois dire. À Bruxelles.
Non, à Genneval, donc Ah bah là, Bruxelles enfin, aussi. voilà, mon mari a remis l'électricité, et tout ça. Donc Il est en voilà, train de pédaler dans la oui, cave pour que tu puisses. il essaye de garder internet. Alors, alors je vois que j'ai perdu les questions du chat avant, mais je vois quel sport pour perdre du poids avec Hashimoto? Je ne sais pas si vous aviez déjà répondu à cette Non, ça, question-là. j'ai pas vu, désolée, je vois pas ces questions-là. Heu, parce que j'ai dû me reconnecter, donc je pense que j'ai perdu les questions du chat, qui étaient Alors, avant. le régime sans gluten, on a fait. Les effets de la ménopause, on a fait. Ça, on fait pas. Mon rituel biscuit chocolat devant la télé, impossible à supprimer, ça me détend. Donc, on en a parlé. Donc là, une bonne collation dans l'après-midi, notamment riche en tryptophane, c'est-à-dire un yaourt avec, je sais pas, une banane et une poignée de noix de cajou, ça peut aider, hein. Donc, protéines au petit déjeuner, bien manger le midi et une bonne collation, souvent ça peut aider. Alors, ça dépend des quantités. Si c'est un biscuit ou un carré de chocolat, je pense que ça va. Si c'est le paquet, oui, évidemment, c'est aussi une question de quantité. Ça va de soi. J'ai tous les livres des différents régimes quand même, et je sais qu'il faut manger. On dit salé, mais c'est plutôt protéiné qu'on devrait dire pour être correct, parce qu'on peut avoir des petits déjeuners qui ont l'air sucrés, mais qui sont quand même protéinés. Par exemple, des flocons d'avoine avec plein de noix et des choses comme ça, c'est assez protéiné. Et pourtant, ça a un petit caractère plutôt associé au sucré. Et en effet, alors sucré vers 16 heures, c'est plutôt un fruit, un yaourt, c'est pas le paquet de M&M's, quoi, parce que je sais qu'il faut manger coloré, mais ça marche que pour les fruits et légumes, hein. C'est les couleurs, les M&M's, ça marche pas du tout, hein. Euh, alors, des fruits au petit déjeuner, j'ai rien contre, mais pas que des fruits, idéalement, puisqu'on a dit que c'était bien d'avoir des protéines. J'ai une activité physique entre 6 à 9 heures par semaine et ne perds pas un gramme, comme quoi c'est QFD, hein, donc ça, il ne suffit pas parfois de bouger pour perdre. Après, ça va dépendre de ce que vous mangez, ça va dépendre de votre métabolisme, ça dépend de beaucoup de choses. Et on a parlé du microbiote, alors je ne pensais pas aller si loin, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Figurez-vous que donc le microbiote, il va déterminer si vous répondez correctement, enfin positivement à une activité physique. C'est-à-dire qu'ils ont pris un groupe de personnes insulino-résistantes et diabétiques et ils ont fait faire du sport et ils ont remarqué que ceux qui perdaient du poids et qui amélioraient leur glycémie, eh bien, c'est ceux qui avaient beaucoup d'acides gras à courte chaîne et un microbiote qui s'était adapté. Donc, il y a aussi cette notion, encore lui, de microbiote sur les répondeurs et non répondeurs à l'activité physique. Donc, le jeûne intermittent, on a dit, je suis Hashimoto. Donc, Hashimoto, c'est une thyroïdite. Donc, c'est une inflammation de la thyroïde, maladie auto-immune. Je ne suis pas du tout satisfaite. Ah, un bon médecin, là, on a dit qu'on ne répondait pas. Oui, effectivement. Donc voilà. Le Nutri-Score sur les emballages, ça sert à rien alors? Excellente question de RPA. Alors, le Nutri-Score, au début, j'étais plutôt pas contre. On va dire, j'ai jamais dit que c'était la panacée, mais voilà. Au début, c'était intéressant avant que les industriels n'aient le temps de les manipuler. Et après, ils ont compris comment manipuler ce Nutri-Score. C'est-à-dire qu'on rajoute un tout petit peu de fibres et hop, euh, voilà, on change un petit peu le gras, on enlève un tout petit peu de sel et hop, on gagne 2 lettres dans le Nutri-Score. Donc, finalement, aujourd'hui, il est un petit peu manipulé. Je dirais que le Nutri-Score, il reste intéressant pour comparer des produits de la même famille. Vous voulez acheter une cochonnerie de pizza industrielle, eh bien, autant, tant qu'à faire, prendre une A ou une B plutôt qu'une D ou une E. Donc, si vous comparez de la même famille, de la même gamme de produits, le Nutri-Score est intéressant. Mais par contre, vous imaginez bien, si vous avez une pizza qui est B et une bouteille d'huile de colza qui est top pour la santé, qui est E, bah, vous vous dites pas, bah, finalement, l'huile, je ne vais pas la prendre, c'est pas bon. On ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Donc voilà. Donc ça, Oui, oui, l'huile d'olive était mal notée, j'en ai racheté ce matin, je crois qu'elle était, D justement, de l'huile d'olive, parce que c'est gras. c'est alors que oui, alors c'est reconnu comme étant bon pour la santé cardiovasculaire, alors que des frites qui sont classées A,
n'auront aucun impact positif, pour la santé cardiovasculaire donc Exact, c'est tout à fait ça. Donc, il faut, voilà, par contre, comparer les frites entre elles, les frites surgelées entre elles, alors ça peut être intéressant. Et de choisir le meilleur, entre guillemets, ou le moins mauvais Nutri-Score. je ne sais pas si toi tu vois les questions, Véronique? Bah, je vois des gentils petits commentaires. Merci, super présentation, hyper intéressant. Vivement le meeting du 3 juin, mais je pense que je ne. Voilà. Donc, ils sont en tout Ce cas. sera Nouria qui sera interviewée. Ils sont en tout cas très intéressés et ils trouvent l'organisation que vous faites, en tout cas, ça a l'air de plaire. Oui, et on va la réitérer à la rentrée parce que nous nous adressons à une fonction publique d'à peu près 60 000, 65 000 personnes, toute institution. Et donc, on n'a pas épuisé le public. On a une expérience de cette sorte avec Sylvie Desjardins où au bout du quatrième cycle, on avait toujours beaucoup de personnes. Alors, donc, on peut recommencer. On continue. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, des conseils pour l'adaptation de l'alimentation avec l'âge, post 50-60. Des conseils, c'est un petit peu comme la ménopause, c'est d'être, je dirais, encore plus, allez, faire plus attention encore à la Vigilant. qualité Mmh. de ce que l'on mange. C'est vrai que on prend moins facilement du poids à 20 ans qu'à 50 ou à 60, hein, on ne va pas se mentir, hein, c'est une évidence. Donc, être encore plus vigilant, faire attention aux protéines, puisque la masse musculaire, à partir d'un certain âge, elle peut décliner. Faire attention au zinc, parce qu'il est important justement pour la masse musculaire et que son absorption a plutôt tendance à diminuer. On a plus tendance à avoir des problèmes inflammatoires, donc être particulièrement vigilant avec la vitamine D, avec les oméga 3. Donc oui, il y a certainement des nutriments auxquels il faut faire un petit peu plus attention quand on avance en âge. Donc voilà, faut-il associer les fruits avec du fromage blanc pour faciliter la digestion? Non, on peut manger du fromage blanc séparément des fruits, ça n'est pas un must du tout. Un régime végétarien strict sans poisson est-il possible et recommandé dans le cas d'une perte de poids? Aucun problème. La seule chose, c'est que s'il est strict, il est donc du coup plutôt genre végétalien, parce que ça veut dire il n'y a pas d'œufs non plus, j'imagine. Et donc, la difficulté, c'est quand même de couvrir les besoins en protéines. Il ne faut pas oublier que les protéines, elles sont importantes. On doit maintenir notre masse musculaire. Donc, ça doit en tout cas être fait en respectant tous les grands concepts, je dirais, de l'alimentation végétarienne. Donc, les bonnes associations. Bon, c'est tout un. On peut en parler pendant des heures aussi, évidemment, du végétarisme. C'est pas juste arrêter de manger de la viande et du poisson, ce que malheureusement beaucoup font. C'est vraiment construire une alimentation végétarienne avec les bonnes associations. Ça demande véritablement à être bien encadré. Si on prend oméprazole pour le reflux, est-ce qu'on peut faire pour améliorer le microbiote? Quel supplément examen? Alors, j'imagine si vous prenez de l'oméprazole, c'est qu'il vous est prescrit par un médecin. Donc, voilà, on ne va pas faire de la prescription non plus, mais sachez que pour mieux digérer des enzymes digestives, c'est intéressant puisque l'oméprazole empêche la digestion. Et le fait de bien digérer, ça va limiter l'impact de ce médicament sur votre microbiote. Donc ça, on peut déjà conseiller. Peut-on faire confiance à l'application Yuka pour tester les bons aliments? Je vous avoue que je ne l'emploie pas beaucoup. On doit être à peu près dans le même système que le Nutri-Score en étant un peu plus précis. Il y a un autre score, mais qui est malheureusement très peu utilisé, c'est le score SIGA. Et le score SIGA, c'est le seul qui tienne compte justement du niveau de transformation de l'aliment. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pardon. Est-ce que faire un jeûne complet pendant 5 jours permettrait une sorte de réinitiation du corps? Vous avez répondu. Oui, pardon, j'ai répondu. Quel sport pour perdre du poids avec Hashimoto? Le sport que vous allez faire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si je vous dis de vous mettre à la natation et que vous détestez ça, vous n'allez pas le faire. Donc l'idée, c'est vraiment le sport que vous aimez, le sport que vous allez pouvoir intégrer dans votre vie, qui est facile,
Voilà, c'est vrai que nager, c'est top, mais je trouve que c'est un des sports les plus contraignants. Il faut aller à la piscine, il y a le temps de s'habiller, de se sécher, de se rhabiller. Si vous êtes une femme, il faut refaire son petit brushing et son maquillage et machin et tout. C'est extrêmement compliqué. Donc, si je vous dis ça, vous allez me dire, ouais, ben non, ça, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas de sport idéal. Le but, c'est vraiment voilà, d'alterner la prise un petit peu de masse musculaire, un petit peu de cardio, ce genre de choses-là. C'est vrai que ce qu'on appelle le HIIT aujourd'hui, le HIIT, c'est très intéressant parce que ça vous permet justement de ne pas y passer 1 heure. C'est le fait d'alterner vraiment, faire de l'intervalle training, comme on appelle ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que vous pouvez en 20 minutes le matin faire des séances qui sont très efficaces et qui font brûler plus facilement du gras que vous continuez à brûler après d'ailleurs. Alors, Il y a l'huile de colza à prendre tous les jours, par exemple une cuillère à café, une cuillère à soupe. J'arrive à retrouver des questions, donc je suis alors contente de pouvoir. donc, là j'y étais pas encore. Donc, l'huile de Ah, colza, c'est pour couvrir les recommandations, c'est 2 cuillères à soupe par jour. Mais l'huile de lin, c'est seulement 1 cuillère à café. Donc, on voit bien qu'il y a une grande différence. Et l'huile de colza, vous pouvez ne prendre qu'une seule cuillère à soupe si vous mangez des noix de Grenoble ou si à côté de ça, il y a autre chose. Donc, c'est vraiment une construction qui se fait sur l'ensemble de la journée, quoi. mais est-ce qu'on peut prendre colza et lin aussi, même une cuillère à café, plus Mais deux de... toujours pour les préparations froides, hein. Oui, 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 oui. On ne va pas les chauffer, ce sont des huiles qui sont assez fragiles et sensibles. Alors, on a quelqu'un qui demande, mentionner Oma et Quickie. Quel est le lien entre Oma et Quickie? Alors, il y a un lien qui est évident, mais Oma, c'est un indicateur de résistance à l'insuline. Donc, plus il est haut, plus vous êtes résistant à l'insuline, ce qui veut dire que vous avez intérêt à ce qu'il soit très bas. Et le Quickie, c'est un autre calcul, mais qui se fait aussi avec la glycémie et l'insuline, et qui met en avant votre sensibilité à l'insuline. Donc, lui, il doit être le plus haut possible. C'est tout. En général, il y en a beaucoup qui ne demandent que le HOMA. Mais le Quickie, il sort plus vite des clous que le HOMA. Donc, c'est un tout petit peu plus sensible encore que le HOMA. Les noms d'accord, mais peut-être, pouvez-vous suggérer si c'est plutôt un gastro-entérologue nutritionniste, que les deux sont la même chose bien quand même. Alors, il n'y a pas beaucoup de gastro-entérologues qui s'intéressent vraiment beaucoup à la nutrition, à la micronutrition, je ne vais pas vous mentir. Enfin, si, ils s'intéressent évidemment à la nutrition, mais pas dans le sens de ce que vous recherchez. Donc, le mieux, c'est médecin nutritionniste et vous évitez les médecins nutritionnistes qui vous demandent 400 ou 300 euros la consultation parce qu'il y en a pas mal et que ce n'est pas toujours mieux. D'accord? Mais voilà, globalement, je peux juste vous répondre ça. Donc, médecin nutritionniste, en général, vous ne pouvez pas vous tromper. Après, c'est une question de tarif aussi. Et il y en a qui ne sont pas exagérément chers et qui font du très, très bon travail. Pom-pom. Donc, pouvez-vous donner d'exemples de produits pour une bonne santé et le microbiote? La majorité des produits sont produits transformés. Ah non, non. Justement, l'idée, c'est des légumes, des fruits, des céréales riches en fibres naturellement, comme du quinoa, du sarrasin, du seigle, des flocons d'avoine, de l'orge. On a parlé du thé vert, du poisson gras, donc les oméga 3, qui sont aussi très intéressants. Voilà, donc c'est justement l'idée, c'est surtout pas des aliments transformés. Et si vous voulez vous rajouter des prébiotiques sous forme de compléments, pourquoi pas, mais vous avez aussi les graines de chia, les graines de lin mixées, du psyllium, et voilà, donc il y a 1000 choses que vous pouvez avoir comme ça sous forme naturelle. Alors apparemment, donc Wavre, Overijse, Genval, même combat, la fin du monde. Donc, alors le petit déjeuner idéal, mais il y en a plusieurs, mais voilà, ça pourrait typiquement être ça. Flocons d'avoine trempés dans du lait de vache si vous le supportez, ou un lait végétal. Mais voilà, ça c'est un autre exemple d'effet matrice. Un lait végétal enrichi en calcium, eh bien, l'absorption du calcium ne sera pas la même que pour le lait de vache. Alors je sais qu'il y a beaucoup de controverses par rapport à ça, mais
Anyway, si vous digérez, et il y a des gens qui ne digèrent pas, vous pouvez aussi mettre un lait d'amande, c'est très bien, parce que là, le calcium est naturellement présent dedans, donc ce n'est pas du tout un souci. Donc, flocons d'avoine trempés la veille dans un lait d'amande, par exemple, des graines de chia, comme ça, elles ont bien le temps de gonfler. Et le matin, on va rajouter des amandes ou des noix et des fruits rouges, par exemple. Excellent pour le microbiote, les fruits rouges. Donc ça, c'est un exemple. Après, ça peut être un bon pain au levain bien compact, bien dense, ou un pain de graines, ou ce genre de choses, avec du houmous que vous auriez fait vous-même. Ou avec un œuf à la coque, ou voilà, un œuf riche en oméga 3, comme les œufs Columbus, ou les Mieux pour tous, ou voilà, un label de qualité. Ma nutritionniste m'a dit de manger un yaourt avec les fruits car cela coupe la montée de glycémie. Ça, j'ai pas trop compris. Enfin, je sais pas des deux si c'est. Elle suppose que les fruits font monter la glycémie et que le yaourt la coupe. Toujours est-il que les fruits sont assez peu hyperglycémiants. Le plus hyperglycémiant de tous les fruits, c'est la banane et il a un indice glycémique de 50, donc tout à fait acceptable. Vous ne ferez jamais une hyperglycémie avec des fruits, sauf si vous enfilez 12 melons, quoi. Je veux dire, il n'y a pas, ça c'est vraiment pas un problème. Et puis, il faut, je dirais même à l'inverse, et bon, je vais le dire, même si ça ne fait pas la publicité des yaourts, et pourtant je suis là une grande, enfin, je suis vraiment, je préconise les yaourts. Les yaourts, ça fait potentiellement monter l'insuline, ça on le sait, ils ont ce qu'on appelle un index insulinique assez élevé, mais c'est pas grave quand on est en bonne santé, ça ne pose absolument aucun problème. Donc, fruits tout seuls, yaourt tout seul ou mélangé, c'est un petit peu chou vert et vert chaud. Donc, alors, il y a des gens qui répondent à d'autres commentaires, donc non, mais je ne sais pas à quoi. Même avec un fruit vers 16 heures, une petite assiette de protéines le soir et mon petit rituel, 2 biscuits, 3 carrés de chocolat, un Mars glacé. J'ai faim. Ah oui, oui, c'est 2 biscuits, 3 carrés de chocolat et un Mars glacé. J'ai faim à 23 heures. C'est parce que vous êtes en hypoglycémie. Donc, comme vous avez mangé justement les biscuits, le chocolat et le Mars glacé, vous avez votre glycémie qui s'élève très très vite et qui descend beaucoup trop vite parce que vous fabriquez plein d'insuline fabriquée pour stocker ce que vous venez de manger. Et donc, vous êtes en hypoglycémie et donc vous avez faim. Donc, le sucre appelle le sucre. Donc, ça s'explique tout à fait physiologiquement parlant. Je comprends ne pas dire les noms d'un, vous pouvez suggérer que les examens faits, type spécialiste, consulter, microbiote. Alors, Stéphania voudrait donc suggérer des examens à faire. Donc, dans les spécialistes, on a dit des nutritionnistes, des médecins nutritionnistes, et vous avez des analyses de microbiote que l'on peut faire. Il y a plusieurs labos qui en proposent. Donc, vous pouvez appeler un médecin nutritionniste et lui demander s'il propose ce genre d'analyse. Il n'y a pas de problème. Donc, l'huile de colza, on a dit, 2 cuillères à soupe si on ne consomme rien d'autre, ou 1 cuillère à soupe et un petit peu d'huile de lin, ou une autre huile, donc ça à mélanger. Merci Henriette, avec plaisir. Malheureusement, pour des raisons j'ai manqué la majeure partie. Je pense qu'il sera donc en replay. Oui, Ah, on a perdu le oui, Georges, son. on ne t'entend plus. Oui, ça sera, la vidéo sera sur le site d'ici une semaine, Voilà, avec l'accord gracieux de absolument. Véronique et de Sylvie. Et de Véronique. Oui, Alors, de Véronique. le régime oui, donc j'imagine Weight Watchers, des changements alimentaires que de restrictions, frustration finale, peut ne pas récupérer les kilos perdus. Alors, ça fait partie encore des choses Weight Watchers, tant qu'on n'est plus dans ce comptage de points qui finalement revient à compter des calories, hein, alors ça me va. Donc, il y a des personnes à qui ça convient et d'autres à qui ça ne convient pas du tout. Donc, ne pas récupérer les kilos perdus, ça induit que vous le fassiez pour toujours. C'est toujours pareil, en fait. Donc, ça veut dire que ce régime Weight Watchers va devenir votre nouvelle norme. Donc, voilà. Alors, les Bon, graines... Oui. oui, allez-y. Pour les dernières questions, parce Oui. que Alors, il est on temps est presque d'arrêter, il y a de moins en moins de participants, donc on a commencé à midi. Donc, on est presque au bout.
Hop, hop, hop. Les graines de lait en remplacement de l'huile. Oui et non, il faut déjà en manger beaucoup hein, avant d'avoir l'équivalent, mais pourquoi pas? Vous parliez de piscine, j'ai pas besoin de compris quelle séance de 20 minutes m'aiderait à... hein. Non, donc je parlais de piscine parce que si, c'est pas très pratique, mais si vous aimez nager, c'est super pour vous aller nager. Et après, j'ai parlé du HIIT. Le HIIT, c'est de l'exercice intermittent. Donc ça, vous trouvez des vidéos sur YouTube ou vous trouvez un prof ou peu importe, mais le concept, c'est d'alterner une minute rapide, une minute lente, ce genre de choses et ça permet de bien brûler les graisses. Mais on peut nager en faisant du HIIT. Vous faites une longueur à fond les ballons et puis vous revenez hyper tranquille. Donc, on peut faire du HIIT même dans la piscine. Ah ben d'ailleurs, quelqu'un me dit voilà, High Intensity Interval Training. Donc, c'est en effet ça. Peut-on manger les graines chia secs et non trempées C'est sec, il faut pas s'étouffer. C'est moyen hein, quand même en termes de goût. Hein. Mais vous avez le droit, hein, Isabelle, mais c'est courageux de votre part, en tout cas. Alors, votre avis sur la spiruline pour combler les déficits en fer et en B12? Pas du tout. Donc, vous avez, ok, du fer, mais le problème de la spiruline, c'est super la spiruline, hein, donc ma phrase commence mal. Le problème de la spiruline, c'est qu'il y a beaucoup de bêta-carotène et on ne peut pas non plus en abuser. Donc, on ne peut pas manger 20 grammes de spiruline. C'est là que je veux arriver. On peut manger 2-3 grammes de spiruline et donc ces 2-3 grammes ne vont pas nécessairement combler vos déficits en fer. Ça peut aider, hein, ça peut contribuer, mais par contre la B12, pas du tout. La vitamine B12 de la spiruline n'est absolument pas absorbable. Donc, si vous êtes végétarien, il faut absolument un complément de B12. Alors là, on vous remercie d'organiser ce type de conférence, encore une fois. Donc voilà, je transmets. Merci Sylvie, merci pour l'animation. Les yaourts industriels sont-ils bons aussi moins bons, hein, fatalement. Donc des yaourts fermiers, vous en trouvez quand même des corrects en grande surface aussi. Donc le moins transformé possible, idéalement. Merci pour ce webinaire à tous. Qu'est-ce que vous pensez du jus de fruits et légumes matin? Donc, légumes sûrement, fruits, attention, c'est quand même assez sucré. Donc, éventuellement un fruit dans un jus de légumes. Donc, les légumes étant nettement moins sucrés et encore plus denses et concentrés en antioxydants, je préfère grandement ça, avec du curcuma frais, magnifique. Et pour augmenter l'absorption, un tout petit peu de gras, et le gras du petit déjeuner suffira, hein. Donc voilà, mais si vous voulez mettre un petit peu d'huile dedans après, voilà. Mais c'est magnifique, on est arrivé au bout des questions. Oui, mais merci beaucoup. Donc, Véronique, on vous reverra avec plaisir et grande utilité après la rentrée de septembre, avant la fin de l'année ou tout début de l'année prochaine, si vous êtes disponible. Et le 3 juin, donc, on parlera de sport et alimentation avec Nouria Alami et toujours avec Sylvie Desjardins. On a eu une très, très bonne participation et des questions tout à fait intéressantes, les réponses étaient tout à fait utiles. Merci beaucoup et à une prochaine fois. À une prochaine. Merci à tous, merci Véronique, merci Georges, merci à tous et bonne journée. Et bon appétit surtout, Oui, maintenant que vous avez les clés. justement, j'y compte y aller. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.